Bonjour Stéphane. Salut Mario, comment vas-tu? Très bien. Ralentissement général dans l'auto électrique. C'est drôle parce que dans le journal ce matin, il y a un texte excellent du collègue Pierre-Olivier Zappa là-dessus. Mais toi, Que j'ai c'est lu. plus que Que tu as j'ai lu. lu. Mais tu t'interroges davantage aux États-Unis, là, à se demander est-ce que dans un pays où on manque d'électricité, on pousse vraiment, on pousse vraiment les gens à adopter l'auto électrique? En fait, tu te souviendras, vendredi, je te racontais que plusieurs petites nouvelles sur différents fronts, souvent liées à de nouvelles technologies, à l'adoption de l'intelligence artificielle, vont faire que de plus en plus, on va consommer de Ouais. l'électricité. Et, Alors, et il y a tu nous plusieurs disais, je pense, c'est façons. quoi? C'est 12-14% de toute 12 à l'électricité 14 à s'en l'horizon va 2030. pour juste des serveurs pour pousser l'IA. Exactement. C'est énorme. C'est Et du c'est jus. donc, Beaucoup de à la jus. sortie, c'est de l'électricité. Quel que soit le moyen de production, hydro, éolien, photovoltaïque, des génératrices au gaz, enfin, quelle que soit la source d'énergie qui va produire, mais à la sortie, c'est de l'électricité. Et encore faut-il aussi être capable de livrer cette électricité. On l'a vu, c'est pas simple. Souviens-toi du blackout en Europe total sur l'Espagne et le Portugal pendant de longues heures, qui dit quelque chose aussi de la dépendance. On n'a toujours pas trouvé quelle était la raison de cette interruption longue et pénible pour les économies des deux pays. S'il avait fallu que ça dure davantage de temps, on n'a pas besoin de se gratter les méninges pour comprendre que c'est problématique. Et on vit dans des mondes où de plus en plus, on va être au tout électrique, y compris nos déplacements. Et je reviens à la voiture électrique, à la lumière de plein de choses, y compris, ça peut être corrélé avec la chronique de Pierre-Olivier ce matin dans le Journal de Montréal, où il manifestait, lui, comme utilisateur, usager de la voiture électrique, son mécontentement pour plein de raisons, y compris le fait que parce que l'auto est lourde, tu uses plus vite tes pneus et ça coûte cher. Je te rappelle que le Canada a copié les États-Unis en matière de taxation sur les véhicules électriques qui viennent de Chine, parce que si la transition verte était une priorité, la première des priorités, peut-être qu'on dirait qu'avant de protéger notre industrie, on va sauver nos santé, sauver la planète et faire en sorte que les moins fortunés d'entre nous ont les moyens de s'acheter un véhicule électrique parce que les Chinois sont capables d'en offrir des véhicules extraordinairement compétitifs en termes de prix. Alors, évidemment, il y a du protectionnisme parce qu'on veut protéger les producteurs nord-américains qui sont loin derrière et qui font pression aussi aux États-Unis sur des États comme la Californie, qui a depuis longtemps une espèce de droit unique de dérogation par rapport à ce que sont les normes fédérales édictées par l'EPA, l'Environmental Protection Agency. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand tu es constructeur automobile, tu regardes ce que sont les normes en Californie parce qu'il y a plein d'États ensuite qui copient. Il n'y a pas d'État autre que la Californie qui peut dire ce sont nos standards, mais tous les États américains peuvent décider d'adopter le standard de la Californie dans la mesure où c'est exactement le même standard. Et la Californie, pour plein de raisons, progressisme et tout ça, est toujours le fer de lance en matière de transition et en matière de plein de choses. Et la Californie avait mis un objectif très, très, très ambitieux. 2035, plus un véhicule neuf vendu qui ait un impact sur le climat, donc zéro émission. Pour l'essentiel, donc, on parle de Ce qu'on a véhicules imité électriques. chez nous, là. Ce qu'on a imité en grande partie chez nous Ouais. aussi, effectivement, avec une Sachant pas transition trop à plus quel point graduelle. c'est réaliste, là. On ne sait pas jusqu'à quel point c'est réaliste. Et la vraie question, c'est est-ce qu'on a la puissance des réseaux pour fournir la demande? De mémoire, je fais attention, il me semble qu'en janvier ou février 2023, il y a l'École polytechnique à Montréal qui rendait une étude publique dans laquelle il disait que s'il avait fallu ou il fallait qu'aujourd'hui, l'essentiel du parc automobile au Québec soit électrique, ben en fonction de ce que nous avons comme capacité, comme puissance, c'est l'expression qu'on doit employer, dans des pics d'hiver où la demande d'électricité est très forte, on ne pourrait pas alimenter une partie importante de ces véhicules avec ce qu'on imagine de conséquences sur le transport des gens, transport des marchandises, parce que les marchandises, c'est le train, mais c'est aussi beaucoup les camions pour les livraisons. Donc, il y a de vrais, vrais enjeux. Et aux États-Unis, la question que je suis en train de me poser, on s'amuse ce matin, j'ai absolument pas de boule de cristal ou d'information unique et particulière, sinon que est-ce que l'administration Biden, qui est celle qui avait imposé ses droits de douane de 100 sur les véhicules électriques, avait derrière la tête quelque chose d'autre? Parce que politiquement, dire on s'oppose aux véhicules électriques, surtout si tu es démocrate, c'est impossible. C'est pas tenable, tu ne peux pas y arriver. Mais si tu imposes des droits de douane et que tu sais que ton industrie ne suffira pas à la demande, ton industrie locale américaine, bien évidemment, tu viens de solutionner le problème qui est, nous savons, quand on fait les chiffres,
que la capacité du réseau n'est pas au rendez-vous des objectifs qui ont été fixés. Donc, plutôt que de dire, ben, écoutez, les amis, on voudrait être vertueux, on voudrait être auto-électrique, mais on n'est pas capable et on ne sera pas capable parce que la construction, que ce soit pour de l'énergie, les unités de production d'énergie, ça prend du temps, des années, des décennies dans certains cas, et les réseaux de distribution aussi, il faut voir les deux faces de la pièce. Alors, est-ce que ces droits douaniers visaient à protéger un mensonge ou une industrie américaine? Et derrière ça, oui, vas-y, Mario. Mais c'est parce que c'est aussi un choix stratégique, Stéphane. C'est-à-dire que si tu as X mégawatts, mettons qu'ils sont en production, que tu vas mettre en production dans les prochaines années, mais c'est le cas, regarde le plan de M. Sebia au Québec, tu vas produire plus. Mais après ça, tu peux te demander, je les ai, là, ces mégawatts-là. Qu'est-ce que tu fais avec? Est-ce que c'est plus stratégique de les mettre pour charger des chars? Ou est-ce que c'est plus stratégique de les utiliser pour dire je développe l'intelligence artificielle qui est un moteur d'accélération de l'économie, qui est la nouvelle affaire, qui est créateur de richesse à l'infini. Puis là, dans les autos, on continuera à mettre du pétrole, puis tant pis, tu comprends? Parce que, tu sais, dans le fond, l'auto, là, c'est limité. Je veux dire, c'est pour faire des déplacements, puis, je veux dire, électrique ou à gaz, une auto, c'est une auto. Alors que l'intelligence artificielle, tu comprends? Tu transformes complètement ta capacité économique, là. Alors, c'est le cœur de ce dont je voulais parler avec toi ce matin, parce que c'est la suite de notre conversation de vendredi sur cette 4e révolution industrielle qui carbure beaucoup à l'intelligence artificielle et donc à l'électricité. Puis tu as raison, dans un monde fini où tu n'as pas une énergie infinie, quels sont tes choix stratégiques? Favoriser le transport, certainement en partie, mais est-ce que tu peux penser que 100% du transport peut être électrifié ou tu dis il y a d'autres choses? Et ça n'a pas beaucoup occupé notre attention, mais justement, cet objectif qui avait été fixé par la Californie de la transition obligatoire sur les ventes de véhicules d'ici 2035, ça a été aboli par 2 votes à la Chambre des représentants et au Sénat la semaine dernière, pour faire en sorte justement que la Californie n'ait plus cette autorité qui lui avait été donnée dans le passé d'établir des standards qui ne sont pas ceux du gouvernement fédéral. Alors, tout de suite, Gavin Newsom, qui est le gouverneur de la Californie, qui a des ambitions présidentielles, qui est habile, qui est un vrai politique, a dit non, il y a un problème, c'est inconstitutionnel ce que fait présentement les 2 chambres. Mais pour l'instant, ce que ça peut signifier, c'est que c'est un coup de frein qui va être donné à l'obligation de faire en sorte que les constructeurs soient capables de fournir, évidemment, les véhicules pour 2035 en Californie et aussi que les réseaux, que ce soit en Californie ou ailleurs, supportent cette nouvelle demande et pas aux dépens d'autres choses. Et derrière ça, je me pose la question, est-ce qu'on va entendre le président américain publiquement assumer ce dilemme grave où il dira, écoutez, oui, on est. Alors, Trump ne sera jamais le chantre du tout électrique ou du véhicule électrique. On sait qu'il aime les moteurs. Sauf Tesla. Sauf Tesla, bien entendu. Mais il n'est pas totalement débile. Alors, il pourrait dire oui, on pense que sur un horizon long ou moyen, le transfert de notre capacité de déplacement vers l'électrique est une bonne chose, mais on n'est pas capable de le gérer présentement, ce qui est probablement conforme à la réalité. Et si on ne veut pas rater le rendez-vous de pointe avec la transformation de notre économie, la capacité, le peu de capacité nouvelle qu'on va se donner à court terme, il va falloir l'utiliser peut-être pour des choses qui stratégiquement auront un impact supérieur à ce qu'est le déplacement des marchandises et des individus. Moi, je ne serais pas du tout surpris qu'on entende Trump le formuler parce que je crois que derrière donc, ces droits douaniers, la décision du Congrès la semaine dernière, alors certes incarnée par les républicains, d'empêcher, de barrer la voie à l'autonomie de la Californie pour décider, décréter des standards. Derrière tout ça, il y a une connaissance probablement fine de ce qu'est la réalité des capacités américaines. Et si ça se pose aux États-Unis, ça va inévitablement se poser aussi au Canada. Il y a eu, il y a quelques années, le Brexit, donc la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Mais on a l'impression en Europe qu'il y a de plus en plus de ces gouvernements, d'abord de partis politiques dans les pays et de partis qui finissent par être élus au gouvernement qui sont critiques par rapport à l'Europe. En tout cas, certainement pas dans un renforcement là, de l'Europe. Toi, tu les appelles souverainistes, qui veulent reprendre la souveraineté de leur pays. Oui.
Mais c'est un mot qui a été calqué sur le Québec. D'ailleurs, les Européens, les Français te diront que le concept de souveraineté, qui était au cœur du programme politique de Jean-Pierre Chevènement, un homme politique assez influent ici, cette idée de souverainisme s'est beaucoup inspirée par le Québec et le choix de mots qu'on a employé. On aime la sémantique en France. Alors, le mouvement souverainiste, c'est gouvernements nationaux qui disent l'Europe, oui, mais pas trop, et surtout qui sont, je dirais, en déplacement et en croissance grâce au populisme, à une envie de rompre avec les partis traditionnels, envie de rupture. Alors, depuis l'élection de M. Trump, on a dit de l'Australie, du Canada et aussi de la Roumanie, il y a quelques semaines, que l'arrivée de Trump aux manettes et la manière avait refroidi les électeurs. Tout le monde se réjouissait. Il y avait en Europe, on bombait le torse, une envie fédérale. On va revenir à l'orthodoxie européenne parce qu'il faut voir qu'en général, si tu es souverainiste, tu es considéré comme dangereux d'extrême droite, puis en général, tu n'as pas de dents. On disait, ça y est, c'est stoppé. Nos électeurs ont retrouvé le droit chemin. Puis un des exemples antérieurs à l'élection de M. Trump, c'était la Pologne, où il y avait eu des gouvernements de droite, particulièrement opposés à la question de l'avortement, au mariage gay, et un homme fort de l'Europe, Donald Tusk, a été élu aux législatives d'octobre 2023. Et là, on disait, déjà, ça sent bon pour l'Europe. Il y avait des élections pour la présidence en Pologne, et le candidat de Donald Trump, tellement candidat de Donald Trump, Narowski, qu'il l'a reçu à Washington il y a quelques semaines, et on disait, ça, c'est le baiser de la mort, ça passera pas. Évidemment, compte tenu de tout ce qu'on a vu ailleurs, les Polonais vont faire, non, 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 on ne veut pas de cette recette-là. Or, il a gagné les élections présidentielles dimanche. On n'en a pas non plus beaucoup parlé. Alors, c'est très mince, hein? Je pense que c'est 50,86. Mais nonobstant, alors, le président, c'est un rôle assez honorifique en Pologne, mais il y a un droit de veto. Donc, il peut bloquer le programme législatif qui lui est présenté par Donald Tusk, qui est, lui, le premier ministre que l'Europe aime aimer, ou une certaine Europe, en tout cas, cette Europe qui s'exprime beaucoup dans les médias et qui s'exprime à Bruxelles. Alors, Donald Tusk, là, il y a un problème. Il y a un président qui va non seulement pas l'aider, mais va lutter contre lui. On disait, après les élections en Roumanie, ça y est, c'est fini. Alors, c'est pas fini. Et j'ajouterai à l'exemple, parce qu'il y a une communauté chez nous portugaise importante, un parti politique tout neuf, 6 ans, Chega, je pense qu'on prononce, ça signifie assez, qui est arrivé deuxième aux élections législatives il y a quelques jours. C'est la force de résistance, la force qui va constituer l'opposition. C'est un parti dit d'extrême droite, comme l'AfD en Allemagne, qui est aujourd'hui considéré comme le deuxième parti politique. Alors, cette idée que le ras-le-bol serait passé, que ces mouvements populaires, populiste, c'est toujours une étiquette infamante que d'être populiste, de se réclamer du peuple. Je ne suis pas certain du tout que ce soit infamant. Mais dans tous les cas de figure, la vague, elle n'est pas du tout passée. Ces deux élections nous montrent que c'est un entêtement chez plusieurs électeurs pour plein de raisons, et on pourrait faire l'inventaire, on en reparlera peut-être à un moment donné. C'est clair qu'en Pologne, cette idée de s'opposer à l'avortement, au mariage gay, opposition aussi à tout ce qui est droit aux communautés LGBTQ+, ça a marché. Mais ça dit quelque chose aussi de ces populations qui veulent revenir. Alors, je n'idéalise pas du tout ce passé catholique dans le cas de la Pologne, évidemment, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent un instant, ça va trop vite et nous, on a envie d'autre chose, y compris avec des partis qui sortent complètement des clous et qui sont perçus, peut-être à juste titre, comme étant l'incarnation d'une extrême droite dont il faudrait se méfier. Mais chose certaine, elle n'a pas dit son dernier mot et on n'a pas parlé de la France et de ce qui risque d'arriver au cours des prochains mois parce que le Rassemblement national n'est pas en baisse dans les intentions de sondage. Merci Stéphane. L'intention